Alcatraz. La prison de haute sécurité la plus célèbre du monde était la destination de Victor Lustig. Il venait de mener une opération de fausse monnaie si importante qu'elle constituait une menace pour l'économie entière. Et pourtant, cette fraude n'était même pas la plus grosse escroquerie de Victor. Victor a mené d'innombrables arnaques pour s'enrichir rapidement et était probablement l'escroc le plus redoutable et le plus accompli que le monde n'ait jamais connu. Mais avant tout, il restera dans les mémoires comme l'homme qui a vendu la Tour Eiffel 2 fois. Voici l'incroyable histoire de Victor, un simple voleur amateur devenu l'homme le plus recherché du monde. L'homme que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Victor Lustig est probablement né en 1890 dans la ville austro-hongroise de Ostinai, qui fait aujourd'hui partie de la République tchèque. Mais à vrai dire, nous n'en sommes pas certains, car son identité réelle reste encore un mystère. En effet, tout au long de sa vie, il a utilisé au moins 45 alias différents pour brouiller les pistes et mentait régulièrement sur qui il était et d'où il venait. Il changeait de nom, d'apparence, d'identité, d'un endroit à l'autre, un véritable caméléon de l'escroquerie, parcourant le monde à la recherche de sa prochaine victime à arnaquer. Cependant, les informations que nous possédons sur son enfance indiquent que les premières années de Victor furent misérables, passées dans une maison sombre et austère, située dans l'un des quartiers les plus pauvres de la ville. Il décrivait ses parents comme des pauvres paysans, à peine capables de nourrir et de vêtir leurs enfants. Lorsqu'il eut 8 ans, ses parents se séparèrent et l'envoyèrent vivre chez des proches. Une situation qu'il trouva absolument insupportable. À 12 ans, Victor conclut donc qu'il serait plus heureux seul, alors il quitta l'école et prit la fuite. Il commença à vivre dans les rues glaciales de différentes villes européennes, et par nécessité se mit à voler et à mendier pour se nourrir. Mais un événement particulier en 1903 le poussa à choisir une vie de crime. À ce moment-là, alors que Victor est un paria de 13 ans, tentait de survivre dans les rues de Budapest. Un soir de printemps, tandis qu'il fouillait désespérément les poubelles d'un hôtel luxueux pour y trouver quelque chose à manger, il aperçut un couple s'apprêtant à dîner sur le balcon de l'hôtel. Victor observait, stupéfait, les serveurs apporter plat après plat, disposant un véritable festin, bien plus de nourriture qu'il n'en avait jamais vu. Et pourtant, il regarda avec horreur le couple s'éloigner sans en toucher un seul morceau, et se dirigeant directement vers la chambre. Victor n'en revenait pas. Toute cette nourriture délicieuse, simplement laissée là, sans que personne n'en prenne une bouchée. À cet instant précis, Victor décida que si certains pouvaient se permettre de vivre ainsi, alors que lui devait se nourrir de restes trouvés dans les poubelles, il ne ressentirait plus jamais de culpabilité à escroquer les gens qui avaient plus de chance que lui. À partir de ce moment-là, Victor passa de simples vols pour survivre à des coups plus élaborés, et même plus tard, au cambriolage. À 18 ans, il avait même perfectionné tous les tours de cartes possibles et imaginables. Il était devenu un maître de la prestidigitation, ce qui lui permettait de tricher au poker ou de duper les gens dans la rue. Cependant, la police ne tarda pas à retrouver Victor pour ses vols et ses escroqueries, et il finit par purger plusieurs années de prison à Budapest, Prague, Zurich et Vienne. Mais ces quelques mois passés derrière les barreaux n'entamèrent en rien son enthousiasme. Il profita simplement de ce temps passé en prison pour perfectionner ses tours de cartes ou lire des livres. Bien que Victor ait quitté l'école très jeune, il était avide d'apprendre, conscient que sa culture et ses connaissances l'aideraient à rendre ses escroqueries plus crédibles et à paraître plus sophistiquées et professionnelles, suscitant ainsi moins de soupçons. Cependant, comme beaucoup d'Européens de son époque, Victor avait entendu des histoires sur l'Amérique, cette terre de promesses, pleine d'opportunités pour quelqu'un d'aussi intelligent et débrouillard que lui. Il embarqua donc sur un bateau en direction des États-Unis, bien décidé à faire fortune. Mais durant sa traversée, 2 événements marquants se produisirent. D'abord, il reçut une entaille de plus de 6 cm sur sa joue gauche, infligée par un marin furieux qui trouvait Victor un peu trop vulgaire avec sa compagne. Cette attaque lui laissera une marque permanente sur son visage, qui raconta plus tard être une marque d'honneur, alors qu'elle n'était en réalité que le résultat d'un flirt avec la copine d'un autre. Le deuxième événement marquant de ce voyage vers l'Amérique fut la découverte par Victor que ces paquebots transatlantiques comme celui-ci constituaient un terrain de chasse idéal pour un arnaqueur comme lui. Les ponts de première classe regorgeaient de personnes fortunées, des proies faciles qu'il pouvait aisément aborder pour les escroquer. Pour Victor, c'était comme pêcher dans un tonneau qui était rempli de poissons. Ainsi, il passait une semaine à bord d'un paquebot, traversant l'Atlantique, dépouillant autant de riches passagers que possible, puis débarquait pour réitérer l'arnaque sur un autre navire, avec de nouveaux voyageurs. Les années suivantes furent donc plutôt confortables pour lui, alternant sans cesse entre l'Europe et l'Amérique. L'une de ses arnaques favorites consistait à se faire passer pour un producteur musical prospère, cherchant des investissements pour une production à Broadway. Les passagers ne réalisaient qu'après avoir investi que cette production n'existait tout simplement pas. Cependant, les bons moments de Victor prirent fin avec le début de la Première Guerre mondiale, car les croisières de luxe entre l'Europe et l'Amérique cessèrent.
Quant à ce qu'il fit réellement pendant ces années de guerre, cela reste un mystère, bien qu'il soit certain qu'il ne prit pas part au combat. Ce qui est clair, c'est qu'à la fin de la guerre, Victor réapparut à New York. L'homme qui descendit sur le quai n'avait plus rien à voir avec l'homme qui autrefois se nourrissait dans des poubelles. Habillé d'un élégant costume sur mesure, d'une chemise en soie et d'un manteau en poil de chameau, il se faisait désormais appeler le comte Victor Lustig et prétendait être un riche aristocrate en exil politique. Il avait tout ce qu'il lui fallait. Son apparence, son langage, sa manière de se comporter, tout en lui respirait la vieille aristocratie et la sophistication. Il n'était donc pas surprenant que toutes les personnes qui le rencontraient tombaient sous le charme rusé de Victor. Il s'était réinventé une fois de plus, créant un personnage parfaitement taillé pour exécuter des arnaques d'une ampleur bien plus grande. En 1919, Victor rencontra et épousa une femme nommée Roberta, qui était si éperdument amoureuse de son mari qu'elle resta à ses côtés même après avoir découvert qu'il n'était pas réellement un comte et qu'il gagnait sa vie en escroquant les gens. Malheureusement, la vie personnelle de Victor allait causer sa perte, mais on y reviendra plus tard. Les années folles furent une période d'excès pour les Américains, offrant une occasion rêvée pour Victor, qui tirait profit de leur avidité. En plus de ses arnaques habituelles, il se lança dans la contrefaçon, fabriquant de faux autocollants de whisky et des timbres gouvernementaux pour des contrebandiers. Cependant, Victor eut rapidement une idée beaucoup plus audacieuse. Une machine capable d'imprimer des billets de dollars en double. Évidemment, cette machine, elle n'était pas réelle. Mais Victor n'avait simplement qu'à trouver des personnes suffisamment crédules pour y croire et leur vendre cette fausse invention à des prix exorbitants. Il fit donc fabriquer plusieurs de ces boîtes à un menuisier habile de New York, et elles avaient fière allure, environ 60 cm de long, avec une garniture en laiton et une série de cadrans qui leur donnaient un aspect des plus impressionnants. Victor expliquait qu'il suffisait d'insérer un véritable billet de 100 $ dans la machine, accompagné d'une feuille de papier vierge en papier monnaie, de tourner la manivelle et d'attendre au moins 6 heures. La machine, prétendait-il, imprimait alors une réplique exacte du billet de 100 $ sur le papier monnaie, vous laissant ainsi avec 2 billets identiques. Il appelait cela la Magic Money Machine. Vous vous demandez comment est-ce possible que certains tombent dans le panneau et achètent cette fausse machine à argent. Eh bien, voici comment l'arnaque fonctionnait. Tout d'abord, Victor allait à la banque pour se procurer une série de billets neufs de 100 $, dont le numéro de série était en ordre séquentiel. Il n'avait alors qu'à effacer le dernier chiffre de chaque numéro de série et le réappliquer de manière identique sur plusieurs billets, créant ainsi une pile de billets de 100 $ apparemment identiques. Ensuite, il ne proposait jamais directement à ses cibles d'acheter la boîte. D'abord, il cherchait à gagner leur confiance. Par exemple, l'une de ses victimes était un riche joueur de poker, et Victor, pour l'approcher, commença par lui voler son portefeuille. Ensuite, il retournait voir la personne qui venait de détrousser et lui disait « Eh, vous avez fait tomber ceci !» en lui rendant le portefeuille. Ce geste faisait passer instantanément Victor pour un citoyen honnête, ce qui amenait sa cible à baisser sa garde. Cela lui permettait alors d'engager la conversation, et petit à petit, de diriger subtilement celle-ci vers sa fameuse machine à argent magique. Victor évoquait brièvement qu'elle pouvait dupliquer des billets de banque, puis feignait de ne pas vouloir en dire davantage. Ce qui, bien sûr, ne faisait qu'attiser la curiosité de ses interlocuteurs. Rapidement, la victime suppliait de voir la machine à argent magique en fonctionnement, et Victor, tout en faisant semblant d'hésiter, finissait par accepter. Il se rendait donc dans la chambre d'hôtel, où Victor insérait un billet de 100 $ dans la machine. Mais comme Victor avait inventé l'excuse selon laquelle il fallait 6 heures à la machine pour produire le duplicata, cela leur laissait le temps de jouer aux cartes, de discuter, de dîner, pendant que la machine travaillait. À leur retour, ils trouvaient à l'intérieur de la machine à la fois le billet de 100 $ original et un autre billet, parfaitement identique, comme s'il avait été réellement cloné par la machine. En réalité, Victor avait simplement dissimulé le deuxième billet en avance dans la machine, et il semblait identique car il avait modifié les numéros de série. La cible, ayant encore quelques doutes, se rendait généralement dans la banque la plus proche, où le caissier confirmait bel et bien que le billet était authentique. Et étant donné qu'il s'agissait d'un véritable billet de 100 $, rien n'avait été imprimé sur du papier. C'était simplement un billet que Victor avait retiré plus tôt. Mais une fois que le caissier confirmait son authenticité, cela suffisait généralement pour convaincre la victime que la machine avait bel et bien cloné le billet, comme Victor l'avait prétendu. Mais voici la partie astucieuse. Pendant leur discussion, Victor glissait subtilement qu'il faisait face à une urgence, nécessitant beaucoup d'argent rapidement, mais qu'il était frustré parce que la machine mettait à chaque fois 6 heures pour dupliquer un billet, ce qui était beaucoup trop long. Cela incitait alors la victime à avoir une idée. « Et si je vous achetais la machine à argent ?» proposait alors la victime, pensant faire une affaire en or. Rappelons que Victor ciblait délibérément des personnes fortunées, comme des hommes d'affaires ou des joueurs de poker qu'il avait observé gagner gros. Bien entendu, la victime croyait obtenir une opportunité qui était incroyable. Acquérir cette machine pour une somme unique et pouvoir dupliquer des billets à l'infini. Grâce à la tactique, Victor vendit plusieurs exemplaires de la machine à travers tout le pays pour des dizaines de milliers de dollars chacun. Et grâce aux mensonges sur le temps nécessaire pour imprimer chacun des billets de 100 $, il avait amplement le temps de fuir les lieux avant que ses victimes ne réalisaient que c'était une arnaque.
Au moment où les victimes réalisaient qu'ils n'avaient acheté qu'une simple boîte en bois sans aucune valeur, Victor était déjà très loin. Mais voici le véritable coup de génie de cette arnaque. Bien qu'il répétât ce stratagème encore et encore, Victor échappait à la justice, car aucune de ses victimes ne portait plainte. En effet, comment aurait-elle pu? On ne peut pas se rendre au poste de police pour se plaindre qu'une machine à imprimer de faux billets n'ait pas fonctionné. La plupart des victimes n'avaient pas d'autre choix que d'accepter qu'elles venaient de se faire arnaquer. Cependant, une femme fortunée à qui Victor avait vendu une de ses boîtes, après avoir réalisé la supercherie, passa plusieurs semaines entières à le traquer. Elle s'appelait Billie Mae Schiebel, et finalement, elle parvint à le retrouver dans une chambre d'hôtel, dans une autre ville. Mais voici le retournement de situation. Lorsqu'elle le retrouva enfin, il n'y eut ni menace ni violence. Au contraire, elle fut admirative de son ingéniosité et lui proposa de devenir partenaire dans le crime et de travailler ensemble. En réalité, non seulement ils commencèrent à monter des arnaques ensemble, mais ils devinrent également amants, et Victor quitta sa femme pour être avec elle. Il allait plus tard regretter cette décision. Mais pour l'instant, tout se déroulait à merveille pour Victor, et il préparait déjà l'arnaque la plus audacieuse de sa carrière. Un jour, au mois de mai 1925, Victor tomba sur un article de journal mentionnant l'état de délabrement de la Tour Eiffel, qu'il serait moins coûteux pour le gouvernement français de la détruire que de la restaurer. A l'origine, la Tour Eiffel devait être une structure temporaire, construite pour l'exposition universelle en 1889 à Paris. Elle devait initialement être démolie 20 ans après sa construction. Cependant, en 1909, les Parisiens s'étaient attachés à leur nouvelle icône, alors elle fut conservée. Mais en 1925, la structure était en mauvais état, et les discussions sur sa démolition refirent surface. En apprenant cette nouvelle, Victor eut une idée qui allait inscrire son nom dans la légende de Paris. Il avait décidé de vendre la Tour Eiffel. Il arriva à Paris plus tard ce même mois, accompagné de sa complice habituelle, Dapper Collins. Comme pour toutes les arnaques de Victor, celle-ci avait été soigneusement préparée. Chaque étape était minutieusement pensée. D'abord, Victor utilisa ses nombreux contacts dans le milieu criminel pour se procurer du papier à en-tête et des documents officiels falsifiés du ministère français des Postes et Télégraphes, qui était responsable de la Tour Eiffel. Ensuite, il se rendit dans un hôtel de luxe à Paris, où il réserva une chambre en se faisant passer pour un haut fonctionnaire du gouvernement. De là, il envoya des lettres aux 6 plus grands ferrailleurs de Paris, les invitant à le rejoindre dans l'hôtel, pour discuter d'un sujet qu'il jugeait bien trop sensible pour être évoqué en public. Une fois les hommes réunis dans sa chambre, Victor prononça un discours soigneusement pensé, en français parfait, expliquant que le gouvernement envisageait de démolir la Tour Eiffel, mais souhaitait garder la décision secrète pour éviter toute vague de protestation. Victor leur expliqua qu'ils avaient été choisis pour obtenir cette information confidentielle, afin de soumettre une offre pour les droits de récupération des matériaux. Les ferrailleurs étaient comme de la cire entre ses mains, et Victor savait exactement comment les manipuler. Il commença par les faire se sentir importants, en les impliquant dans ce grand secret. Puis il attisa leur intérêt professionnel en leur fournissant des détails techniques sur la structure de la tour. Victor connaissait tous les détails, les bonnes mesures, le nombre exact de rivets dans la tour Eiffel, il avait fait ses devoirs avec minutie. Finalement, il termina son discours en mentionnant le chiffre que toutes les personnes dans cette pièce attendaient, 7000. C'était le nombre de tonnes de fer de haute qualité qu'il pouvait récupérer après la destruction de la tour Eiffel. L'audience de Victor était captivée, voyant déjà en cette transaction l'opportunité d'une vie. Sans surprise, chacun lui remis une offre scellée pour le projet, mais en réalité, Victor avait déjà repéré sa cible, André Poisson. Il avait bien compris qu'André était prêt à tout pour décrocher le gros contrat qui propulserait sa société vers de nouveaux sommets. Victor demanda alors à André de rester un petit peu après les autres après la réunion pour discuter en privé. Une fois seul, il se mit à parler des difficultés et des limitations d'un emploi gouvernemental. Pour André, le message était clair. Curieusement, cela le rassura. Les pots de vin faisaient partie des affaires courantes pour lui, et cela expliquait aussi pourquoi Victor avait organisé la rencontre dans une chambre d'hôtel privée. Ironiquement, le fait que Victor ait demandé un pot de vin convainquit André que l'affaire était bien réelle. Sans hésiter, André rédigea donc un chèque bien généreux pour celui qui pensait être un simple fonctionnaire corrompu de niveau intermédiaire. Dès que le ferrailleur quitta les lieux, Victor encaissa le chèque et prit le premier train pour l'Autriche. Satisfait d'une arnaque menée à la perfection, il passa les semaines suivantes dans un hôtel de luxe à Vienne, attendant avec impatience de lire les détails de son coup dans les journaux. Mais il ne lut jamais rien à ce sujet. Il comprit rapidement que André avait souhaité garder l'affaire complètement secrète, trop honteux et embarrassé d'être tombé dans un tel piège. Après tout, si vous avez donné un pot de vin conséquent pour obtenir le contrat de démantèlement de la Tour Eiffel, voudriez-vous admettre publiquement que vous vous êtes fait escroquer? Le fait que André n'ait ni médiatisé ni appelé la police pour l'affaire, cela inspira Victor d'une nouvelle idée audacieuse. Il pouvait refaire exactement la même arnaque. Et c'est précisément ce qu'il fit.
Quelques mois plus tard, Victor revint à Paris et répéta l'intégralité de la supercherie avec d'autres ferrailleurs. Une fois de plus, il repartit avec un joli chèque en poche, mais cette fois-ci, sa victime alerta la police. Une fois l'affaire rendue publique, Victor jugea plus prudent de ne pas retenter le diable et retourna aux États-Unis. Le fait qu'il ait réussi à exécuter cette arnaque plus d'une fois montre bien pourquoi tant d'escrocs arrivent à échapper à la justice pendant si longtemps. Les gens n'aiment pas du tout admettre qu'ils se sont fait arnaquer, cependant, pour Victor Lustig, il finirait par aller trop loin, amorçant ainsi le début de sa chute. Avant de passer à la suite de l'histoire, j'aimerais juste vous dire que si vous appréciez le contenu, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Je travaille actuellement sur des projets qui sont encore plus ambitieux que celui-là, donc si vous voulez être sûr de les voir, n'hésitez pas à activer la cloche des notifications. Et maintenant, reprenons l'histoire. Bien qu'il soit désormais riche, une fois de retour en Amérique, Victor n'avait aucune intention de lever le pied. Aucune cible n'était trop grande ou trop petite pour lui. On raconte même qu'il osa escroquer le célèbre gangster Al Capone. Victor expliqua à Capone qu'il avait besoin de 50 000 $ pour financer une arnaque et qu'il pourrait doubler son argent en seulement 2 mois. Cependant, Victor rendit ensuite l'argent à Capone en affirmant que l'arnaque avait échoué. Impressionné par son honnêteté apparente, Capone lui donna 5 000 $ en guise de récompense. Bien sûr, c'était le plan de Victor depuis le début. Il n'avait jamais eu l'intention de faire autre chose que de rendre l'argent à Capone, espérant obtenir une prime. Cependant, lorsque la Grande Dépression frappa l'Amérique, les proies fortunées se firent rares, et Victor se remit donc à la contrefaçon. Sauf que cette fois, Victor voyait beaucoup plus grand. En 1930, il lança un nouveau projet avec William Watts, un pharmacien qui était aussi un graveur de haute volée. Leurs faux billets étaient d'une qualité exceptionnelle, considérés comme les super billets de l'époque. Et fidèle aux grandes ambitions et à l'audace de Victor, il fabriquait uniquement des billets de 100 $. En 1931, Victor fit preuve d'audace en escroquant un shérif texan avec la fameuse arnaque de la machine à argent. Une fois qu'il réalisa qu'il s'était fait duper, le shérif traqua Victor jusqu'à Chicago et le confronta avec une arme de poing. Mais Victor, toujours maître dans l'art de la persuasion, expliqua calmement que la machine devait simplement être défectueuse. Il s'excusa auprès du shérif et lui donna une compensation de 50 000 $, soit le double de ce qu'il avait payé pour la boîte. Le shérif repartit satisfait, mais découvrit peu après qu'il s'était fait arnaquer une fois de plus. L'argent qu'on lui avait donné était de la fausse monnaie. Ce fut la première grosse erreur de Victor, car cela attira l'attention des services secrets. À l'époque, leur mission principale n'était pas de protéger le président de la République, mais de traquer les faussaires. Lorsqu'ils apprirent qu'une telle somme avait été versée en faux billets de 100 $ de haute qualité, ils comprirent qu'ils avaient affaire à une opération d'envergure. Cependant, ils n'étaient pas préparés à l'ampleur réelle de l'opération. Victor et Watts avaient produit plus d'1 million de $ en faux billets difficiles à tracer, car déjà largement diffusés dans le public. La situation était si préoccupante qu'on craignait que cette activité détruise la confiance dans le dollar et n'ébranle les fondations de l'économie américaine. En 1934, une escouade spéciale fut constituée pour traquer Victor, réunissant des agents du service secret, du Trésor, des officiers de police de New York et des agents de l'État. Cependant, c'est finalement une dénonciation anonyme qui permit son arrestation en mai 1935, quelqu'un ayant fourni aux autorités l'adresse du quartier général où Victor réalisait ses contrefaçons. Le 10 mai, la police intercepta un appel indiquant que Victor lui-même devait arriver sur place à une certaine heure et les autorités s'assurèrent d'être présentes pour l'arrêter dès son arrivée. Victor fut alors immédiatement conduit en prison. Mais alors, d'où venait cette précieuse information? On pense largement que le tuyau anonyme venait de Billie Mae, la femme avec qui Victor avait eu une relation. Apparemment, après que Victor l'eut quitté pour une autre relation, Billie Mae aurait donné l'information à la police par colère et par jalousie. Quoi qu'il en soit, Victor risquait des décennies en prison. Aucune éloquence ne pouvait le tirer d'une accusation de production de faux billets en masse. Mais en septembre de cette même année, Victor ajouta encore un exploit exceptionnel à son palmarès criminel. Il s'échappa du centre de détention fédéral de Manhattan, réputé pourtant infaillible. Il avait fabriqué une corde de 15 mètres à partir de draps noués et scié ses barreaux avec une pince qu'on lui avait fait passer en cachette. En descendant le long du bâtiment avec sa corde de fortune, il fit semblant d'être un laveur de vitres, essuyant les fenêtres en passant pour que personne ne soupçonne que c'était quelqu'un qui essayait de s'enfuir. Toujours aussi confiant, Victor laissa même un mot sur son oreiller pour le gardien. Malheureusement pour lui, il ne réussit pas à rester libre très longtemps. Sa réputation étant désormais si notoire, d'importantes ressources furent mobilisées pour le retrouver, et il fut arrêté moins d'1 mois après son évasion. Cette fois, aucune évasion ne serait possible. Victor fut condamné à 20 ans de prison sur l'île redoutée d'Alcatraz, la prison de haute sécurité ultime. Cependant, ce n'est pas sous le nom de Victor Lustig qu'il fut condamné, car il utilisait alors l'alias de Robert Miller. Certains pensent toutefois que Robert aurait pu être son vrai nom, que les autorités auraient fini par découvrir. Ce que nous savons avec certitude, c'est que Victor, ou Robert, ou quel que soit son vrai nom, passa le reste de sa vie derrière les barreaux. Il se plaignait souvent auprès des gardiens d'Alcatraz d'une maladie, mais il pensait qu'il simulait.
Pour la première fois de sa vie, il ne mentait pas. Il mourut d'une pneumonie le 11 mars 1947, à l'âge de 57 ans. Son certificat de décès indiquait comme profession « vendeur apprenti », un titre ironique pour l'un des escrocs les plus audacieux de l'histoire. C'est la fin de cette folle histoire de Victor ou de Robert. C'est la première fois que je fais ce type de contenu, alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la rubrique des commentaires. Vraiment, je prendrai le temps de absolument tout lire. Sur ce, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Romain. Salut tout le monde.